Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, amis olympiennes, amis olympiens. Nous nous retrouvons pour un nouveau point marseillais, celui du mardi 23 janvier 2024. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous êtes remis de cette fin de week-end, cette élimination en Coupe de France. On va peut-être y revenir encore dans cette vidéo, mais on va essayer d'aller dans l'optimisme. Et nous avons beaucoup de mercato aujourd'hui. Je vais faire un gros point mercato sur les dossiers, bien sûr, des latéraux gauche, mais d'autres dossiers, pourquoi pas. N'hésitez pas à rester. Je vous mettrai le temps du début du mercato, quand on commencera à parler du mercato dans la vidéo, en bas dans la description. Regardez bien, dans le premier message aussi des commentaires, vous avez un time. Vous cliquez dessus et ça vous amènera sur le mercato pour ceux qui ne regardent que pour le mercato. Si vous êtes intéressé par toute l'actualité, c'est maintenant et on va commencer tout de suite par l'introduction. Allez, on commence par quoi? Bien sûr, vous le savez par quoi on commence. D'abord, n'hésitez pas, avant de lancer la vidéo, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours du référencement et toujours plaisir à moi. Voilà, donc pour le travail que je fais pour vous, voilà, ça me fait plaisir de le faire. De plus en plus, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a toujours 60 à 65% de non-abonnés qui regardent la vidéo. Si vous êtes 1000 à regarder la vidéo, sur 65%, ça ferait 650 personnes. Abonnez-vous toutes et tous, soit 650 personnes en plus, tout de suite. Allez, on y va, let's go avec l'éphéméride. L'éphéméride, aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier et nous avons 4 joueurs anciens olympiens donc, qui sont nés le 23 janvier. On a Eze Gebreyesus, ou Gebreyesus, suisse. Voilà, donc le jeune de 20 ans qui est maintenant du côté d'un club. Alors, je ne me rappelle plus où il est parti, mais il n'est plus à l'OM. FC Haro. FC Haro, voilà, je l'ai dans la tête. FC Haro, je crois, c'est un club peut-être suisse ou je ne sais pas, danois, je ne sais rien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cela dit, on continue avec Wesley Jobello, le troisième. J'ai oublié de souhaiter le deuxième. Et Eric Murat. Pourquoi j'ai souhaité le deuxième? Parce que c'est celui qui me marque le plus. Bernard Ferrer. Voilà, dans ma jeunesse, j'ai regardé l'OM depuis que je suis tout petit. Et dans ma jeunesse, ce qui m'a marqué le plus peut-être, c'est cette période de Ligue 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'avais à peu près 13 à 15 ans dans cette période-là. Et c'est à ce moment-là que ça m'a plus marqué l'Olympique de Marseille. Bien sûr, il y a les années 90 jusqu'à 93. Mais cette période en Ligue 2, c'était plutôt le côté revanchard. Et Bernard Ferrer fait partie des leaders de cette période de Ligue 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez les vidéos d'avant. C'était un milieu de terrain offensif, gaucher, plutôt plaisant. N'hésitez pas à me dire si vous vous souvenez de lui. Allez, on enchaîne avec l'actualité. Voilà, trêve de bavardage. Et on y va tout de suite avec une Actu Ligue 1. Donc, c'est pas encore fait, mais une breaking news qui vient de tomber selon Actu Ligue 1 qui nous disent que via RMC Sport, la députée écologiste Sabrina Sebaï préconise l'arrêt total de diffusion d'un match lorsqu'un chant homophobe ou raciste traverse les tribunes. N'hésitez pas à réagir dessus, ça concerne peut-être l'Olympique de Marseille ou ça concerne plutôt les autres clubs comme le FC Lyon ou comme Nice, tous les clubs plus ou moins, voilà ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec autre chose qui concerne encore les tribunes. Et nous avons une réponse pour les 3 merdes, comme je vous ai dit, les 3 sous-merdes, les 3 sous-hommes, on va dire, les agresseurs. 21 ans, 49 ans et 56 ans, 3 personnes qui ont agressé le 1er septembre des Olympiens à la Beaujoire lors du match Nantes-OM. Un couple et leur enfant, un seul enfant. Un couple et leur enfant de 6 ans à peine qui portait un maillot de l'OM, le petit. Ils ont été agressés par ces 3 personnes et ces 3 personnes seront jugées seulement le 29 janvier de 2025, l'année prochaine, pas 2024. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi on tarde autant? Si on sait que c'est eux, il faut les punir directement et sévèrement. Toute la famille est encore choquée, notamment le petit garçon de 6 ans. Et c'est l'avocat de la famille qui nous répond. Du côté de la Provence, je n'ai pas mis la source parce que je n'avais pas la place. Et c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu le texte. Voilà les amis, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à dire ce qui vous satisferait en peine pour ces personnes. Même si ce n'est pas très important pour l'actualité olympienne, il faut punir ces personnes-là. Voilà, on a une famille qui va dans un stade. Moi, ça me dérangerait d'aller avec mon fils, de me faire agresser par des supporters, des pseudo-supporters, des pseudo-sous-hommes. Pour moi, c'est de la merde. C'est de la merde. Allez, désolé pour le mot merde, mais c'était... voilà, il fallait que j'appuie dessus. Allez, yo la team OM. Alors, là, c'est pour l'Olympique de Marseille. Lors d'une réunion avec les représentants des groupes de supporters en ce début d'année, donc 2024, la direction du club olympien a affiché un optimisme exagéré, assurant être convaincu que l'équipe allait terminer
au moins quatrième. J'ai oublié le au moins, mais au moins quatrième, c'est-à-dire dans les 4 premiers. Donc, barragistes de Ligue des Champions minimum. Et ils ont assuré aux supporters, donc début 2024, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on est encore en janvier. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? N'hésitez pas à réagir. Ce que j'ai rajouté en dessous, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Attention à samedi déjà contre Monaco, avec tous les absents qu'on a, les blessures et tout le team. On va en parler des blessés juste après. Ça peut piquer contre Monaco, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc c'est la Provence qui nous a dit ça, qui nous ont sorti cette info. Allez, on continue avec, voilà, on va donner un gros big up encore supporters. C'était un point supporter dans l'ensemble, en général. Et l'Olympique de Marseille nous annonce qu'il y a eu 1300 supporters qui sont déplacés au Roison Park. Plus de 1000 km pour voir une purge pareille et voir une élimination en 16e de finale de Coupe de France qu'on n'a pas remporté depuis 89. Voilà, bon, big up, gros big up à eux et force à tous les supporters qui font des trajets énormes tout le long des saisons. Voilà, donc moi je pourrais pas le faire malheureusement avec vie de famille et tout bordel. Mais franchement, grosse force à vous. Allez, je continue avec une signature. Ça y est, on a le latéral gauche. Non, pas le latéral gauche, c'est la latéral gauche. Erkia, je sais pas comment on le dit, Erkia Mazraoui, pardon, est olympienne. C'est une Marocaine, latérale gauche, internationale marocaine, qui va donc soutenir et qui va renforcer plutôt l'équipe de Division 2 olympienne. Donc on va lui dire bonne chance, bienvenue à toi, Erkia, je sais pas comment on le dit. N'hésitez pas à lui dire bonne chance. Allez, j'enchaîne avec quoi maintenant? Ce qui nous concerne avant tout, c'est l'Olympique de Marseille, l'effectif pro. Avec la blessure de Bilal Nadir, nous avons le retour. Malheureusement, on le pressentait. Le genou est touché, on le sentait que c'était sûrement les ligaments, vu comme il se plaignait, vu comme le retour de Mehdi Benassia auprès de l'antenne Bein, je crois, nous avait dit que ça sentait vraiment le roussi. Et bien là, Bilal Nadir souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Donc, pour ma part, je vous l'avais dit, ça va être 5 à 6 mois. Et derrière, c'est tombé, regardez, Fabrice Lamperti de la Provence qui nous dit que gros coup dur pour Bilal Nadir et l'OM. 6 mois d'absence minimum, je vais vous dire. Saison actuelle terminée, bien sûr. Jusqu'à mai, il ne jouera plus. Et début de la saison prochaine, plus que compromis. Donc ça va être très très long. J'espère qu'il se remettra vite. Il est jeune, il n'a que 20 ans. Donc quand on est jeune, peut-être qu'on se remet plus vite que quand on est ancien. Voilà, je lui souhaite tout le courage pour son rééducation après, déjà pour son opération et tout le team. Et j'espère qu'il reviendra plus fort. Et qu'il surtout, n'oubliez pas ce qui a marqué à la fin de la phrase là, le tout alors qu'il est en fin de contrat. Son contrat s'arrête en juin 2024. J'espère que l'OM fera un geste et le signera quand même s'il est blessé au genou. Voilà, donc grosse force à toi Bilal, n'hésitez pas à dire force à Bilal. Allez, on enchaîne justement avec une force qui a été donnée par un joueur qui est à la CAN, c'est Pape Gueye, le Sénégalais, qui lui dit « Force mon frérot, tu reviendras plus fort, Inch'Allah, tout cœur avec toi, Bilal Nadir ». Donc tout cœur avec lui les amis, tout cœur avec lui. Allez, on enchaîne avec des joueurs qui sont en difficulté avec Vitinha. Donc, on a un retour selon les stats qui nous sont sortis par InfoOM, les attaquants les plus efficaces à l'OM. Et j'ai rajouté, parce qu'il a oublié de le dire, sous l'ère Macourt. Parce que c'est les attaquants sous l'ère Macourt. Sinon, on aurait pris les anciens attaquants et ils n'existeraient plus, tous ces attaquants de pacotille. Parce que bien sûr, Papin avait un meilleur ratio, je pense. Alors, Balotelli, premier avec un but tous les 118 minutes. Cela dit, il est resté 6 mois, donc c'est assez simple quand même. Milik, un but tous les 125 minutes. Gomis, un but tous les 136. Et je continue. 4e Mitroglou, 5e Aubameyang, 6e Sanchez. Cela dit, Sanchez avait un rôle plutôt différent. Donc, on va dire que c'est peut-être celui qui a le plus marqué l'histoire en tant que joueur. Dans tous les joueurs qui sont là. Mais si on prend un buteur pur, je vais vous dire, moi, je suis plus à préférer un Gomis, qui n'a pas eu sa chance de rester sous l'ère Macourt, plutôt que tous les autres. Peut-être une autre aussi préférence de Milik que j'ai bien aimé. Je vais vous dire, il y a tous les attaquants qui sont là, j'ai presque aimé, sauf à partir de Benedetto, on va dire, Germain et Vitinha. Germain est devant Vitinha, c'est ce qui fait mal peut-être pour Vitinha. N'hésitez pas à réagir à ça. Allez, on enchaîne justement avec un ancien attaquant du côté de l'OM, et c'est... Merci André du côté du stade de Tigresse. Voilà, je vous ai dit la dernière fois, il a marqué son 200e but en 300 et quelques matchs. Donc bravo à lui, il devient une légende au Mexique. Et ça fait un moment qu'il est une légende. Voilà, ils ont fait un énorme tifo. Et on a vu la vue en drone. Je ne peux pas vous mettre la vidéo parce que j'ai peur de recevoir un strike. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur Pierre-André Gignac. André-Pierre Gignac plutôt. N'hésitez pas à me donner un qualificatif pour André-Pierre Gignac et son passage à l'Olympique de Marseille. Pour vous, qu'est-ce que c'est le qualificatif qui vous revient en premier lieu quand vous pensez à Gignac? Est-ce que c'est Big Mac? Est-ce que c'est merci Gignac? Ou est-ce que c'est malheureusement le poteau avec l'équipe de France par exemple? Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont penser à ça. N'hésitez pas à réagir au sujet Pierre-André Gignac, André-Pierre Gignac, pardon.
Allez, maintenant on va sur les stats. Allez, les stats et après on va sur le mercato. Vous inquiétez pas, sinon je vous mettrai un Times, pardon, excusez-moi, c'est dur ce matin. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, je me suis fait piquer par une araignée, ça n'a rien à voir, mais regardez si je suis pas enflé vers là, parce que j'ai l'impression. Allez, le tuto beauté maintenant. Alors, les leaders statistiques en Ligue 1 2023-2024. 11% de chances de marquer. Voilà, donc ça, c'est les expected goals par tir. Donc, par tir, l'OM a 11% de chances de marquer. Donc, vous voyez ce que je veux dire, cette stat-là. Et l'OM est deuxième au classement de Ligue 1, derrière les Puputes. Donc, quand même, on est bien classé. Et Strasbourg, troisième, je ne comprends pas pourquoi ils sont là. Mais donc, ça veut dire que l'OM, quand ils tirent au but, c'est qu'à chaque fois, ils sont pas loin dans la surface ou ils essayent d'être dans une zone où c'est très dangereux. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de tirs de loin. Ça, c'est mon avis, je l'analyse comme ça. Je pense que si l'OM tentait de plus loin, peut-être que la note baisserait. Ça, c'est mon avis. Derrière, on a une autre note, c'est en bas, regardez, expected goals subis. Donc ça, c'est les occasions qu'on subit, les chances de marquer qu'on subit pendant les rencontres. Et on voit que l'OM, finalement, ne concède pas beaucoup d'occasions dangereuses. Regardez bien, l'OM concède 16,68 occasions dans la saison, donc depuis le début de saison. Et Nice est premier, vu qu'ils ont la meilleure défense, et Lille est troisième. N'hésitez pas à réagir à ce sujet-là, n'hésitez pas à mettre une pause si vous avez envie de lire tout ce qu'il y a là, les amis. Autre stat qui concerne encore l'OM, celle-là les plus précises, c'est l'attaque et les finitions des occasions. Donc l'OM s'est procuré 43 occasions depuis le début de saison de cette année. Regardez, ils sont 5e au classement. Cela dit, si on prend le pourcentage d'occasions, de grosses occasions manquées, c'est-à-dire manquées, ils sont 9e. Donc, on n'est pas à notre classement. C'est-à-dire qu'on devrait être au moins 5e et on serait peut-être à la 5e place. Cela dit, là, on est 9e. C'est pour ça, peut-être qu'entre 5 et 9, on fait la moitié. Ça fait qu'on est 7e au classement. Voilà, on fait le classement comme ça. Et regardez qui rate le plus d'occasions. C'est finalement les Lensois qui sont juste au-dessus de nous. Et c'est pour ça que les Lensois, ils ont plus d'occasions, mais ils en manquent beaucoup plus. Et c'est pour ça que les Lensois sont juste derrière. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc n'hésitez pas à analyser de votre côté. Et on va maintenant sur ce qui nous concerne avant tout, c'est le football. Allez, pour le match de Monaco, j'ai soutiré les informations du site et j'ai trouvé que l'arbitre sera Monsieur Willy Delageau. Donc nous avons toute la fiche arbitrale pour le match de ce samedi. Donc Willy Delageau qui a un ratio, je vous l'ai mis là, juste là. Donc son bilan des matchs de l'OM arbitrés, c'est 6 victoires pour l'OM, 4 matchs nuls, 4 défaites avec Willy Delageau aux manettes. 24 cartons jaunes pour l'OM, 25 pour les adversaires, donc c'est assez équilibré. 2 cartons rouges pour l'OM, 3 pour les adversaires. En termes d'avertissement, c'est plutôt équilibré. En termes de victoire, franchement, pour un club comme l'OM, normalement, voilà, on espère avoir plus de ratios. C'est quand même un petit peu trop équilibré à mon goût. Et quand on va tomber contre Monaco, en plus avec tous les manquants, je ne sais pas comment le sentir. N'hésitez pas à me dire ce que vous sentez pour cet arbitre-là. Allez, on enchaîne avec quoi ? Allez, on n'est pas confiant avec tous les manquants, tout ci, tout là. On n'est pas content. Je ne décolore pas de cette élimination de Coupe de France. J'en ai marre de ne rien gagner et d'avoir encore une saison blanche qui s'annonce. Un petit message de paix ou je ne sais pas comment on va dire pour donner de la force un petit peu à tous les Olympiens. Planète OM qui nous met ce message. Il nous dit que l'OM est le plus grand en Europe. On a compris. Mercato d'été pas réussi, on a compris. Marcelino, la grosse gaze, on a compris. Manque tarpin de joueurs avec la canne, on a compris. Donc ce qui veut dire, arrêtons dans le pessimiste, arrêtons dans le pessimiste, arrêtons dans le pessimiste. Supportons l'équipe pour tenter de sauver la saison, on fera les comptes à la fin. Je suis d'accord avec lui, supportons notre Olympique de Marseille. Je ne parle pas que des joueurs, on peut critiquer les joueurs, mais supportons-les quand même jusqu'à la fin et après on verra, on fera le compte à la fin. On ne sait jamais ce qui peut se passer, je vous l'ai dit, la science exacte n'existe pas dans le football, n'est-ce pas Christian? Donc on fera le compte à la fin. Allez, on y va. On va sur quoi les amis? Sur le Mercato Show. Allez, on y va. Allez, la première rumeur qui s'éteint totalement, c'est Jurasek. On en avait parlé pour le latéral gauche. C'est Next, le joueur du Benfica qui a signé du côté d'Hoffenheim. On en avait parlé dernièrement, mais maintenant c'est officiel. Il a été annoncé hier par Fabrizio Romano pour 12 millions d'euros environ. Allez, on enchaîne derrière avec les latéraux gauches qui nous intéressent avant. Tout pour nous. Allez, Santiauna de Foot Mercato qui nous annonce hier, selon l'entourage de Quentin Merlin, un accord a été trouvé avec le latéral nantais. Donc il y aurait un accord entre l'Olympique de Marseille et le joueur pour signer à l'OM. Les discussions avancent également entre les deux clubs, mais les pistes Truffert et Nuno Tavares restent toujours actives du côté de l'OM, selon Seb Nonda. Donc Foot Mercato nous annonce que Quentin Merlin est la piste la plus chaude actuellement. Exit Bradley Loco qu'on avait entendu qu'il y avait une offre, apparemment ça a été démenti, et apparemment maintenant c'est plutôt Quentin Merlin.
Cela dit, on continue avec cette information-là. Mercato M qui nous relaie RMC Sport, RMC qui nous dit que la direction du FC Nantes aurait fait savoir que le club n'était pas vendeur au sujet de Quentin Merlin sollicité par l'OM. Alors, c'est un démenti tout de suite après l'information de Foot Mercato, et derrière la Minute OM qui répond en dessous, regardez en rouge, il y a marqué, c'est de la com, c'est de la communication pour faire monter peut-être les enchères. Voilà, moi je pense aussi à cela. Et derrière, regardez qui c'est qui nous dit ça. Et c'est aussi la tribune OM qui nous répond la même chose. Que ce soit pour Merlin et Truffert, les réponses des clubs de dire on n'est pas vendeur, c'est logique, c'est de la com. Tout le monde peut le penser comme ça. Voilà, il faut avoir un cerveau assez développé. Je l'ai pensé aussi. Vous aussi dans le chat, dans le commentaire, pardon. Je pense que vous êtes tous assez intelligents, vu que vous me suivez, vu qu'on est tous intelligents chez la chaîne de Seb. Malgré tout, j'ai de plus en plus l'impression que l'heureux élu ne sera aucun des deux. Ça, c'est l'avis de la tribune olympienne. Et je le rejoins peut-être, parce qu'on peut avoir une surprise. Hein. N'oubliez pas toutes les surprises qu'on a avec le mercato olympien. Donc on pourrait avoir une surprise, et peut-être que ça ne serait ni l'un ni l'autre. Ça pourrait être, pourquoi pas, regardez, je vais vous montrer une autre piste. Non, pour l'instant on est toujours sur Merlin. Justement, on va préciser sur Merlin, ça c'est moi qui l'ai ressorti de la Provence aujourd'hui. La Provence qui nous confirme qu'un contrat, non pas qu'un contrat, je l'ai changé en dessous, qu'un accord, voilà. La Provence nous confirme qu'un accord aurait été trouvé sur un futur contrat entre Quentin Merlin et l'Olympique de Marseille. Donc, comme il a dit tout à l'heure Foot Mercato, donc là c'est relayé aujourd'hui et ça discrédite un petit peu tout ce qu'ils disent RMC Sport. Après la première offre formulée, les deux clubs continuent de discuter pour trouver un terrain d'entente. Donc entre l'OM et le joueur et maintenant entre l'OM et le club. Quentin serait emballé par le challenge proposé par l'OM. Ça a été précisé par la Provence. Donc n'hésitez pas à réagir pour Quentin Merlin. Est-ce que vous pensez qu'il puisse venir? Et derrière, on a l'équipe aussi qui nous parle de Quentin Merlin. Donc on a l'air de se diriger plutôt sur ce dossier-là. Les Rennais ne veulent toujours pas vendre Adrien Truffert, donc on précise pour Truffert. Les Nantais attendent entre 10 et 15 millions pour Quentin Merlin, lui qui est sous contrat jusqu'en 2026, mais doivent lui trouver un remplaçant en cas de départ et la piste Nuno Tavares existe toujours selon l'équipe. Donc on va en parler après de Nuno Tavares. Attendez, je vais vous en parler plus précisément. Donc selon l'équipe, Quentin Merlin serait la piste la plus chaude. Selon Foot Mercato, la piste la plus chaude. Selon la Provence, la piste la plus chaude. Il y a juste RMC Sport qui a plus ou moins démenti avec le retour du club. Alors, j'ai l'impression que c'est vraiment de la com. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si 3 médias différents ont vraiment l'information, je pense que c'est de la com pour faire monter les enchères. Et je pense que ça va se situer entre 10 et 15 millions. Peut-être que l'OM a proposé 8, peut-être qu'a proposé 9, peut-être qu'a proposé pas loin de 10. Mais ils estiment avoir un peu plus à réclamer les Nantais pour Quentin Merlin. N'hésitez pas à me donner le prix exact pour vous, pour Quentin Merlin. On avait parlé de Bradley locaux la dernière fois. Vous m'avez sorti entre 8 et 12, je crois, pour certains. Donnez-moi le prix exact pour Quentin Merlin. Allez, on va sur une autre piste, pourquoi pas. Et peut-être que ça sera celle-là, peut-être, comme il a dit la tribune OM tout à l'heure. Donc, on continue. Les dirigeants surveillent aussi la situation d'Angelino, le latéral espagnol du RB Leipzig en prêt à Galatasaray. Donc, vous connaissez tous Angelino, il est passé par City avant. Une option d'achat automatique de 6 millions d'euros a été insérée dans son contrat en fonction du nombre de matchs joués, un peu comme, vous savez qui ? Luis Enrique, qui a été comme ça dans ce domaine-là, option d'achat automatique à partir d'un certain nombre de matchs du côté de Botafogo. Mais ils n'ont pas levé l'option parce qu'ils l'ont arrêté. Dès qu'il arrivait pas loin des matchs, ils l'ont arrêté. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vendu Luis Enrique. Et c'est la même chose qui lui arrive à Angelino. Il arrivait pas loin de la limite, regardez. Et arrivant à la limite, les Stambouliotes de Galatasaray ne l'alignent plus. Il ne veut faire plus jouer parce qu'il arrive juste à la limite pour pas payer les 6 millions d'euros. Alors moi je vais vous dire, c'est un fonctionnement du style à faire descendre la somme. On est à 6 millions d'euros, ils vont vouloir gratter peut-être un demi-million ou 1 million. Ils vont essayer de proposer peut-être 5 millions pour essayer de l'acheter moins cher. Ou alors peut-être qu'il leur plaît pas du tout, Angelino du côté de Galatasaray, je ne sais pas. Mais on va voir ça ensemble parce qu'on va regarder quoi? L'affiche Transfermarkt. N'hésitez pas à réagir sur Angelino si vous le connaissez bien. Alors, Angelino, c'est un latéral gauche, espagnol, 27 ans, 1m71, c'est un petit gabarit. Espagnol, comme je vous l'ai dit, il n'a pas de sélection avec la sélection A, mais avec les espoirs, 2 sélections, 0 but. Latéral gauche, je le rappelle. 2024, le contrat du côté de Galatasaray, mais il est en prêt, il appartient au RB Leipzig, valeur Transfermarkt 8 millions d'euros. On regarde sa fiche, il a une option d'achat obligatoire avec condition, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Il est sous contrat au RB Leipzig jusqu'en 2025, donc il reste que 1 an et demi finalement. Il est arrière gauche
et il peut jouer milieu gauche. Donc il peut jouer tout couloir gauche. C'est ce qu'on attend du côté de l'OM quand on joue avec des pistons. Donc voilà, donc 8 millions d'euros. Cette saison, on regarde un petit peu, c'est 19 matchs pour un but et une passe décisive. C'est pas énorme comme stat. 1475 minutes. Mais si on regarde toutes ses stats dans sa carrière, il a des grosses stats. C'est un joueur qui statait juste avant d'aller à Galatasaray. Il avait entre, allez, je vais rester large, entre 5 minimum jusqu'à 12 à 15 passes décisives par saison. C'est quand même assez énorme. Il marquait 3-4 buts par saison. Regardez ses stats, je ne mens pas. 348 matchs en professionnel ou alors pas loin d'être professionnel. Je ne sais pas, il y a de la Youth League dedans qui compte. Cela dit, on va les compter quand même. 24 buts, 77 passes décisives, c'est énorme. Ça fait tous les 4 matchs à peu près, 5 matchs, 4-5 matchs, il a une passe décisive. C'est quand même assez énorme comme ratio. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur Angelino. On va continuer peut-être sur lui. Non, je crois que j'ai rien sur lui. Non, n'hésitez pas à réagir sur Angelino. Est-ce que ça vous hyperait comme piste, les amis? Allez, j'enchaîne. Regardez aussi sur Leipzig, regardez, il a fait 100 matchs à Leipzig, 12 buts et 29 passes décisives. Je ne vous mens pas, ça fait pratiquement une passe tous les 3 matchs. C'est énorme. C'est un peu le même ratio qu'on a avec Klose, si on regarde bien. Klose, c'est environ 8 à 12 passes décisives par saison. Ça pourrait ressembler au pendant de Klose. Il n'a que 27 ans, il n'est pas encore terminé. Alors, s'il a eu une baisse de régime, peut-être cette saison, peut-être physique, j'ai regardé, il n'a pas de blessure notable. Donc, est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est encore comme Paul Lopez, il a un problème si? Je ne sais pas. Ou il faut voir. Peut-être c'est l'acclimatation en Turquie qui n'a pas réussi. À voir si on essaye de le recruter, pourquoi pas, ça serait peut-être un bon choix. N'hésitez pas à me dire si c'est un bon choix. Allez, on enchaîne avec la dernière piste, c'est Nuno Tavares. Vous le connaissez, autre option, la Provence, qui nous précise que la direction olympienne réfléchirait à récupérer Nuno Tavares qui vient de résilier son prêt avec Nottingham Forest. Ça, vous le savez peut-être pas, il a arrêté son prêt du Nottingham Forest, il est prêté par Arsenal, et il revient à Arsenal. Cela dit, il reste sous contrat jusqu'en 2020. Ah, j'ai oublié ça. 2025, je crois, je suis pas sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'ai oublié. Mais cette fois, l'OM viserait plus un prêt, mais il viserait directement à l'acheter définitivement. Alors, est-ce que ça sera un prêt avec option d'achat obligatoire ou est-ce que ça sera un transfert définitif directement avec de l'argent? Je viserais plutôt le transfert définitif avec de l'argent, vu comme ça a été écrit et rédigé du côté de la Provence. Donc, est-ce que vous êtes hypé par un retour de Nuno Tavares en achat direct? Et combien vous investirez sur Nuno Tavares si on devrait le prendre? Combien vous mettriez sur Nuno Tavares? Et derrière, il nous précise que le montage est complexe, mais pas insurmontable. Donc, cela dit, c'est complexe par rapport peut-être à la somme à investir, ou plutôt au salaire peut-être, mais c'est pas insurmontable pour l'OM. Donc il y a peut-être une négociation à faire, et peut-être récupérer un joueur qui était sur 6 mois, une qualité quand même assez pas mal quand même, et les 6 autres derniers mois, c'était le contraire. Donc je sais pas comment le prendre, c'est un ange ou un démon, je sais pas, n'hésitez pas à me dire quel qualificatif pour Nuno Tavares, et est-ce que vous êtes hypé pour cette piste? Allez, on continue maintenant avec les pistes offensives, avec Luis Enrique, qui est avec son agent, du côté de Marseille. Est-ce qu'il y a un départ imminent? On va en parler juste après. Regardez, on y va. Let's go cacao avec une information qui nous sort du Foot Mercato. Exclu détail. L'Atlético Mineiro nous a formulé une nouvelle offre officielle de transfert pour Luis Enrique. 5 millions d'euros plus 500 000 de bonus. Donc ça fait 5 millions et demi. Plus un intéressement de 25% sur la plus-value d'un éventuel transfert. Les positions se rapprochent. Donc, si vous faites le calcul, 5 millions et demi et les 25%, donc ça fait un quart de la somme sur la plus-value d'un transfert éventuel. Imaginons, allez, je fais un calcul. Donc, on a 5 millions et demi direct. Imaginons, dans 2 ans, ils revendent 10 millions. Vous avez compris. Ça fait que de 10 millions à 5 millions et demi, il y aurait combien? 4 millions et demi d'écart. Sur les 4 millions et demi d'écart, on prendrait 25%. Sur les 25%, donc ça fait un quart. Vous enlevez un quart de 4 millions et demi, ça fait environ 1 million 125, 1 million 100, allez, 1 million 100 000, 1 million 100 000, 1 million 200 000 pour l'OM, ou un peu peut-être, 1 million 250 000, voilà, 1 million 250 000 pour l'OM, en plus de la somme des 5 millions et demi, ce qui équivaudrait à 6 millions 750 000. On récupérerait pas nos 8 millions, mais voilà, on n'en serait pas loin. Voilà. S'il est revendu dans le futur, bien sûr. Pour l'instant, il ne serait pas revendu puisqu'il n'est même pas acheté directement. N'hésitez pas à me dire le prix que vous vendriez Luis Enrique. Et derrière, il y a qui nous précise quoi? Il y a la Minute OM qui nous précise que l'information complémentaire sur Luis Enrique, le club attend 6 millions d'euros. Donc, ils attendraient 500 000 de plus, juste à peine 500 000 de plus, pour pourquoi pas racheter une villa à quelqu'un peut-être, ou à peut-être des PlayStation, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils attendent juste 500 000 euros, voilà, de plus, et pour le vendre.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait pas énorme. Hein. Ça fait pas énorme. Ça fait un peu rapia, je trouve. Allez, on continue avec une autre piste offensive. Et c'est la tribune OM la tribune olympienne qui nous précise que, de plus, l'OM cherche aussi un ailier gauche profil créateur. Et ça, c'est ce que j'attends, les amis. C'est ce que vous attendez certains. Un créateur offensif. Donc, qu'il soit ailier à droite, à gauche, je m'en fous. S'il est gaucher, c'est encore mieux. Et il faut aussi qu'il soit créateur, qu'il revienne dans l'axe pour faire un petit peu le jeu, un petit peu à la Payet dans son temps quand il était jeune. Et ça aurait été pas mal d'avoir encore un Payet maintenant, vu comme il est affûté. Mais voilà, donc il nous précise derrière, le dossier de Benrahma est trop cher pour l'OM si West Ham exige un transfert sec. Donc pour nous, ça sera next pour Benrahma si on doit investir 20-25 millions comme il réclamait. Donc Benrahma, c'est pas une piste finalement, je pense. L'OM veut dans l'idéal un prêt avec option d'achat automatique sous condition de qualification en Champions League. Voilà, donc ça, on va voir dans le futur. J'espère que ça, c'est une vraie info. J'espère que ça va arriver parce que je veux un créateur. J'en ai marre de ne tenir que sur un Amin Harit quand il est là. Et quand il n'est pas là, ben, on n'a plus personne derrière, finalement. On n'a plus de personne. Et encore, moi, je dis qu'Amin Harit tout seul, ça ne suffit pas. Parce qu'Amin Harit, pour moi, c'est plus un provocateur plutôt qu'un créateur. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez ses stats à Amin Harit, c'est pas vraiment des stats de créateur. C'est-à-dire, il n'a pas la dernière passe tout le temps comme un Payet à l'époque. Payet, il était capable de faire la passe, il était capable de marquer, de frapper de loin, en dehors de la surface. Mais Amin Harit, est-ce que vous l'avez déjà vu faire une belle frappe de l'extérieur de la surface? Est-ce que c'est... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas critiquer Amin Harit, mais il en faut un autre profil d'Amin Harit. Voilà. On a peut-être Azdin Lahi qui peut avoir ce rôle-là. Mais pour l'instant, Azdin Lahi, il n'arrive pas à l'OM. Donc, il faut qu'il y arrive quand il reviendra. Pour l'instant, il a la canne. Allez, on va voir justement. Je vous ai mis une ancienne piste olympienne. Alors, ça avait été démenti. C'était cet été. Regardez qui je vous mets là. Est-ce que vous vous souvenez de Edouard Spertsian? C'est un Arménien. Il est né en Russie. Il a 23 ans et c'est un milieu offensif créateur. Il est avec la sélection arménienne, 23 sélections, 4 buts. Il a des stats quand même assez énormes. Cela dit, c'est qu'en Russie, championnat de Russie, mais il y en a qui viennent de Russie comme Gigot et qui se sont adaptés en Ligue 1 facilement. Donc pourquoi pas lui? Il a que 23 ans, il est jeune, milieu offensif, 1m78. Il vaut 18 millions d'euros sur Transfermarkt. 30 juin 2026, son contrat de côté de Krasnodar. Il a été formé à Krasnodar, il est resté à Krasnodar depuis qu'il est tout jeune. Regardez, je vous ai mis en jaune Rafaela Pimenta et on va voir sa fiche juste après. D'abord, on regarde un petit peu sa fiche Transfermarkt. Il y a un club qui est intéressé depuis quelques mois, depuis 1 mois et demi à peu près, depuis novembre. C'est la Juventus de Turin. La Juventus de Turin qui voudrait pourquoi pas remplacer Chiesa qui est sur le départ ou je ne sais pas quoi. Attention, peut-être que la Juve l'aura peut-être avant que l'OM s'intéresse, si bien sûr l'OM écoute ma vidéo. Allez, je descends derrière. On voit que c'est un Arménien, comme je l'ai dit, à Krasnodar, 2026, valeur 18 000 euros. Il peut jouer milieu offensif dans l'axe, c'est un créateur. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit, donc c'est un polyvalent. Il peut dépanner sur les côtés. Regardez sa valeur qui monte, qui grimpe. Ça veut dire qu'il est en pleine confiance et qu'il prend de la valeur petit à petit. C'est peut-être ce moment-là qu'il faut se positionner avant qu'il vale 50 millions. Cette saison, c'est 21 matchs, 8 buts et 4 passes décisives. Et ce ratio-là, il l'a depuis le début de sa carrière. Il n'a pas fait beaucoup de matchs. Il a fait 100 matchs peut-être. Il a marqué 40 buts, un truc comme ça. C'est des stats énormes. Pour un milieu de terrain, il a des stats énormes. Il met les 10 passes décisives par saison. Ça fait 3 saisons, 4 saisons qu'il est en division 1 russe. Donc, c'est un joueur qui a un potentiel quand même assez important. C'est un joueur qu'on peut... pourquoi pas avoir dans notre effectif, si bien sûr on met le pognon. Et on va regarder justement qui est cette madame Rafaela Pimenta. C'est l'agente, parce que je vais dire agente, c'est une femme. Agente de qui? Regardez, je descends la fiche. De Jean Onana qui vient d'arriver. On l'avait vu, Jean Onana qui était avec une femme sur des photos des réseaux sociaux. Et c'est son agent. Alors pourquoi pas Jean Onana qui va voir Pablo Longoria et Benassia surtout. Il lui dit... Je sais que dans l'agence de Madame Pimenta, il y a Sperzian qui est intéressé de venir en Ligue 1. Non, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais pourquoi pas une piste comme ça? Moi, ça m'intéresserait. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Voilà, donc je vais pas rester 200 ans dessus. On va terminer sur 2-3 petits points sur les jeunes et on y va tout de suite, les amis. Let's go, cacao. Allez, on est bientôt à une demi-heure. Allez, on va faire un point sur les jeunes, si ça vous intéresse. Allez, les U19 de l'OM ont fait match nul sur le score de 2 buts partout ce week-end face à l'ASB. Donc c'est l'AS Béziers, 2 buts partout ce dimanche à 14h30. Les buteurs sont Gaël Lafont et Yanis Selami. Si on regarde de plus près leur classement à cette équipe des U19, on y va tout de suite. Et ils sont où? Ils sont en tête. Voilà, les jeunes sont bien classés.
Voilà, à contrario de l'effectif pro. Les jeunes sont bien classés, regardez, 30 points, premier devant Rhodes, 30 points aussi. Mais c'est quand même important de le dire, de le souligner qu'ils sont premiers. On peut regarder les résultats si vous voulez, les calendriers futurs. Ils vont affronter prochainement l'AS Monaco. C'est une belle équipe, ils sont 5e je crois du championnat. Derrière, autre information, encore pour les jeunes, on y va, let's go. Avec les U17, on descend encore. On va jusqu'au biberon les amis, on va jusqu'au biberon. N'hésitez pas à me dire si vous prenez un biberon tous les matins. On y va tout de suite avec l'Olympique de Marseille qui remporte 3-0 son match ce dimanche encore à 11h du matin face au FC Marmande avec les buts de Tadjidine Madi. Même Madi, ça me dit quelque chose. On avait un défenseur qui était en réserve. Ça doit être peut-être son petit frère. Peut-être. Max Corbon et Laoni Benson. Benson ou Benson, je ne sais pas comment on le dit. N'hésitez pas à me dire ceux qui connaissent la réserve marseillaise si Madi ou Madi, c'est le frère ou de la famille de Madi ou Madi qu'on avait en défense centrale lors des matchs de pré-saison qu'on a fait l'année dernière. Et qui est en réserve actuellement, je crois. Ou à moins qu'il soit parti, j'ai même pas suivi son histoire. Allez, on regarde leur classement au U17, les amis. Et ils sont premiers. Et en plus, ils sont bien premiers, ils ont 6 points d'avance sur le deuxième Montpellier, Balma 3e, Montferrier 4e et tout team. N'hésitez pas à réagir dessus, je vous montre le calendrier vite fait si vous voulez voir. Hop, on y va, l'Olympique de Marseille qui affrontera Revenin, du côté de Revenin. Et Revenin, ils sont, je regarde vite fait, 9e. Donc ça devrait être une victoire normalement pour une équipe aussi forte que l'Olympique de Marseille. Ça fait plaisir de dire qu'ils sont premiers. Voilà, ils sont premiers 2 fois là. Et même les filles en division 2, ils sont premières. Voilà, ça fait plaisir. Beaucoup d'équipes comme ça sont premières, à part l'Olympique de Marseille, pro. Allez, on continue avec tous les résultats. Je vous les ai mis en résumé. Donc, l'Olympique de Marseille, la Nationale 3 qui a perdu sous les ordres de Papin pour son première défaite, son 5e match après 3 victoires et 1 nul. Donc, il fallait que ça arrive un jour. Et cet Olympique de Marseille, maintenant, est classé 10e sur 15. Attention. Ou sur... non, je ne sais plus combien ils sont. Mais en tout cas, ils sont mal placés puisqu'ils sont à la limite de la relégation. Attention, il faut que Jean-Pierre Papin remette le charbon sous les braises. Ou les braises sous le charbon ou dessus, je ne sais plus. En tout cas, vous avez tous les résultats. N'hésitez pas à faire pause si vous avez envie de regarder tous les résultats. Je ne vais pas vous les énumérer. N'hésitez pas à regarder. Allez, un dernier point qui ne concerne pas l'Olympique de Marseille. Ça concerne quoi? Ça concerne la Super League. Et on a le PDG de la Super League qui nous précise des choses. Regardez ce qu'il nous précise. C'est important ou pas pour l'OM, je ne sais pas parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que l'OM est intéressé. Puisque regardez le PDG Bert Reinschard qui est passé du côté de Fabrizio Romano pour un entretien. Je ne sais pas si c'était sur sa chaîne YouTube ou pas. Il nous dit que nous avons eu des conversations très positives avec de nombreux clubs. Certains d'entre eux ne veulent pas encore être rendus publics. Comme on a entendu dernièrement. Donc il y en a certains qui ont donné leur aval pour rentrer dans la Super League. Mais... en public, ils répondent « Non, nous on n'est pas intéressés. Nous, non, on est contre la Super League. On veut le pognon de l'UEFA. » Et derrière, quand la Super League sera montée, ils vont dire « Bah finalement, l'UEFA, hop, on va à la Super League, on prend le pognon de la Super League. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il faut, l'OM serait dans ce domaine-là. Je ne sais pas. Allez, un club m'a dit « Nous avons fait un communiqué sans même mentionner formellement la Super League. C'est comme quand on dit « L'entraîneur restera pour toujours. » Il veut dire que c'est de la com'. Et actuellement, il n'y a que de la com autour de cette Super League. Beaucoup de clubs ont refusé le fait d'y aller dans cette Super League. Mais s'il faut, derrière, ils sont tous contents d'y aller si bien sûr ils sont invités. Parce qu'il n'y a pas tous les clubs qui vont être invités. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur la Super League, sur tous les dossiers que j'ai abordés. N'hésitez pas bien sûr, l'abonnement, le like, je l'ai dit au début, je le redis à la fin. Merci en tout cas, toute la force que vous avez donnée pendant toutes ces vidéos. Voilà, on arrive à plus d'1 mois de points marseillais. C'est la fin les amis. Non, je rigole. C'est pas la fin, on continue. Tant que vous êtes là nombreux à commenter en dessous, ça me fait plaisir de vous répondre. J'essaie de vous répondre quand je suis disponible. S'il y a un petit peu laps de temps, des quelques heures de non-réponse, m'en voulez pas. Je vous mettrai quand même un like, un commentaire dans le futur. Il n'y a pas de souci les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à tous vous abonner. On est bientôt 14 000. On atteint, il en reste plus qu'une dizaine. À peine. Allez, une dizaine. Allez. Vive le foot chez Sabach Foot. Et surtout, allez l'OM. Allez, 33, 34 minutes, ça va. On est bien. Allez, bonne journée à toutes et à tous.